Je suis Christopher Sterling, j'ai 34 ans et il y a 5 ans, ma mère m'a effacé de notre vie de famille d'un simple glissement de pouce parce que mon salaire n'était pas assez élevé pour nourrir son ego. Avant de vous raconter la nuit où le gouverneur de Virginie m'a serré la main sous les yeux horrifiés de mes parents, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Cela s'est passé le dimanche de la fête des pères 2019. La chaleur en Virginie était déjà suffocante. Une couverture épaisse et humide qui collait votre chemise à votre dos dès que vous mettiez le pied dehors. J'étais assis dans mon appartement, un 2 pièces exigu sans ascenseur qui sentait vaguement le curry des voisins et la vieille moquette. Je corrigeais les examens finaux de ma classe de CM1. Ma table basse était un fouillis de stylos rouges et de papier de construction. Mon téléphone a vibré contre la surface en stratifie bon marché. C'était une notification de l'héritage Sterling. C'était le nom de notre groupe WhatsApp familial. Ma mère Margaret l'avait nommé ainsi, non pas famille, non pas les Sterling, mais héritage. Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur les gens qui m'ont élevé. J'ai pris le téléphone, frottant le sommeil de mes yeux. Je m'attendais au message logistique habituel concernant le dîner. Le plan était de se retrouver au Country Club à 18h. J'avais déjà repassé ma meilleure chemise, une chemise boutonnée achetée dans un magasin de déstockage, mais elle était propre et repassée. J'avais même acheté à mon père un livre ancien sur l'histoire, quelque chose de réfléchi, quelque chose qui m'avait coûté une bonne partie de mon salaire. Mais il n'y avait pas de logistique dans le chat, juste une photo. C'était mon frère aîné, Preston. Il était appuyé contre une Lamborghini Urus vert citron, portant des lunettes de soleil qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Il souriait comme s'il possédait le monde. Mon père, Richard, avait répondu immédiatement, « Maintenant, c'est une machine digne d'un Sterling. Fier de toi, fils. » Voilà à quoi ressemble le succès. Ma sœur Victoria, une chirurgienne plastique qui passait plus de temps à se regarder dans le miroir qu'à regarder ses patients, a ajouté une série d'émojis cœur et de coupes de champagne. J'ai hésité. Je savais que je ne devrais rien taper, mais j'étais leur fils, moi aussi. J'ai tapé, belle voiture, Preston. Joyeuse fête des pères, papa. À tout à l'heure à 18h. Les 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Puis le message est arrivé. Ce n'était pas de papa. C'était de maman. Christopher, ne prends pas la peine de venir ce soir. La réservation est pour les membres de cette famille qui ont réussi. Nous devons discuter de l'avenir du domaine. Et très franchement, ta présence est déprimante. Preston vient de conclure une affaire d'1 million de dollars. Tu corriges des copies pour des centimes. Tu as choisi d'être un modeste enseignant, un homme en tablier, et je ne te vois plus comme mon fils. Tu es une honte pour le nom des Sterling. S'il te plaît, retire-toi de ce groupe ou je le ferai. J'ai fixé l'écran. Les mots n'avaient aucun sens au début. Ils se brouillaient. Modeste enseignant. Honte. Je suis resté assis là, le silence de mon appartement devenant soudain assourdissant. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il s'était arrêté. C'était une sensation froide et creuse, comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et éteint un interrupteur. Un autre message a surgi. C'était Preston qui envoyait un message direct cette fois. Désolé, frangin. Le siège arrière de la Lambo est plein de mes affaires de sport de toute façon. Maman a raison. Tu plombes l'ambiance. Prends peut-être une heure supplémentaire à l'école. Est-ce qu'il te paie pour les heures supplémentaires, ou est-ce tout pour la passion? Ah. J'ai regardé autour de mon appartement. Ce n'était pas grand-chose. Je conduisais un Ford F-150 vieux de 10 ans qui cliquetait quand il atteignait 100 km/h. J'avais des prêts étudiants. Je découpais des coupons. Mais j'étais heureux. Ou je pensais l'être. J'aimais mes élèves. J'aimais le moment où un enfant comprenait enfin un problème de maths. J'aimais les dessins qu'il laissait sur mon bureau, mais pour la famille Sterling, mon bonheur n'avait aucune importance. Mon compte en banque était la seule feuille de score qui comptait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tapé un long paragraphe en colère défendant la noblesse de l'éducation. J'ai réalisé à ce moment-là qu'aucune combinaison de mots ne pénétrerait jamais le mur de leur narcissisme. J'ai fait une capture d'écran de la discussion, pas pour me venger,
pas à ce moment-là, juste pour mémoire, pour me rappeler les jours où ils pourraient me manquer, qui ils étaient exactement. Puis je n'ai pas quitté le groupe. Je les ai bloqués, tous. Maman, papa, Preston, Victoria. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au frigo et j'ai sorti la bouteille de vin que j'avais achetée pour l'apporter au dîner. Je l'ai vidée dans l'évier. Puis je suis allé à mon placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester en ville dans leur ombre, attendant la rencontre inévitable à l'épicerie ou à la station-service. Je devais disparaître. Si j'étais un fantôme pour eux, je deviendrais un fantôme dans la réalité. J'ai attrapé mes clés, j'ai marché jusqu'à mon camion et j'ai jeté mon sac de sport sur le siège passager. En tournant le contact, le moteur a toussé puis a rugi pour prendre vie. Un son brut, non raffiné, si différent du ronronnement doux d'une Lamborghini. J'ai passé la sortie pour le country club. Je les imaginais assis là à manger leur steak, riant de la façon dont ils avaient finalement coupé le poids mort. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. D'accord, ai-je chuchoté à la cabine vide du camion. Vous voulez que je parte? Regardez-moi disparaître. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, regardant la silhouette familière de Richmond s'effacer dans mon rétroviseur, le silence de la route a invité les fantômes à revenir. Ce SMS n'était pas un incident isolé. C'était le final d'une très longue et très douloureuse pièce de théâtre. C'était la conclusion inévitable de 30 ans passés à être l'enfant de trop. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas fait demi-tour, il faut comprendre Thanksgiving 2018. Le domaine Sterling était immense, un manoir colonial tentaculaire avec des piliers blancs qui semblaient essayer de soutenir le ciel. L'allée était toujours un salon de l'auto, la Rolls-Royce Phantom de papa, la Bentley de maman, la dernière voiture de sport de Preston et le G-Wagon de Victoria. Et puis, caché près de l'entrée de service parce que maman ne voulait pas qu'il gâche la vue, se trouvait mon Ford. Cette année-là, papa avait invité ses partenaires commerciaux, des hommes en costume coûteux qui sentaient le cigare et le vieil argent. Nous étions tous réunis dans la grande salle à manger. La table était dressée avec de la porcelaine fine, des verres en cristal et des couverts en argent qui étaient dans la famille depuis des générations. Il y avait des porte-noms à chaque place. J'ai fait le tour de la table principale à la recherche de Christopher. J'ai vu Preston à la droite de mon père. J'ai vu Victoria à côté du chef de chirurgie de l'hôpital local. J'ai vu des places pour des gens que je connaissais à peine. Des clients, des avocats, des investisseurs. Maman, ai-je demandé en lui tapant sur l'épaule. Elle ajustait un arrangement floral, portant une robe qui coûtait probablement plus que mon loyer annuel. Je ne vois pas mon carton. Elle ne s'est même pas retournée. Oh, Christopher, nous avons manqué de place à la table principale. Nous t'avons installé dans la véranda. La véranda. C'était là où les enfants s'asseyaient. Les tout petits de mes cousins. La nounou. J'avais 33 ans. Tu veux que je m'assoie à la table des enfants, ai-je demandé, gardant ma voix basse pour que les invités n'entendent pas. Elle m'a enfin regardé, ses yeux scannant ma tenue. Une veste en tweed que j'aimais parce qu'elle me donnait l'impression d'être un professeur. Elle a froncé le nez. Idéalement, oui. En plus, tu es doué avec les enfants, n'est-ce pas? C'est ton truc. Tu peux les divertir pendant que les adultes discutent affaires. Nous avons des sujets sérieux à aborder, fusion et acquisition. Je ne pense pas que tu serais capable de contribuer beaucoup à une conversation sur les capitaux propres. N'est-ce pas? J'ai avalé la boule dans ma gorge. J'ai un diplôme en histoire, maman. Je peux tenir une conversation. L'histoire ne paie pas la dinde, chérie, a-t-elle dit en me tapotant la joue avec une main froide. Sois un amour et surveille les enfants. Ne fais pas de scène. Alors, je me suis assis sur une petite chaise en bois, mes genoux cognant contre la table, coupant du jambon pour un enfant de 3 ans, pendant que j'entendais les rires et le cliquetis des verres depuis l'autre pièce. J'ai entendu la voix tonitruante de mon père. Et voici Preston, a annoncé papa. Je pouvais les voir à travers les portes vitrées. Il reprend la division investissement le trimestre prochain. Le garçon a l'instinct d'un requin, un vrai Sterling. Et votre autre fils, a demandé un invité. J'ai vu un jeune homme entrer plus tôt. La pièce est devenue silencieuse pendant une fraction de seconde. Puis mon père a ri. Oh, Christopher, il se cherche.
Il fait du bénévolat dans les écoles publiques. Il a un grand cœur, mais pas de tête pour le monde réel. Bénévolat. Il ne pouvait même pas admettre que j'avais un emploi. Il faisait passer ça pour un cas social. Ce soir-là, je suis parti avant le dessert. Personne n'a remarqué, mais les souvenirs ne se sont pas arrêtés là. La route s'étendait devant moi, sombre et solitaire, et mon esprit a dérivé vers Noël, juste 6 mois avant le SMS. J'avais passé 3 mois à tricoter une écharpe pour ma mère. Je sais, un homme qui tricote, mais je trouvais ça apaisant, et je voulais lui donner quelque chose fait de temps et d'effort, pas juste d'argent. Elle était faite de laine mérinos de haute qualité, d'un vert émeraude profond qui correspondait à ses yeux. Lorsque nous avons échangé les cadeaux, le salon était une mer de sacs de créateurs et de boîtes à bijoux. Preston a donné à papa un ensemble de clubs de golf plaqués or. Victoria a offert à maman un week-end spa en Suisse. Quand maman a ouvert ma boîte, elle a sorti l'écharpe. Elle l'a tenue avec 2 doigts comme si c'était un rongeur mort. Oh, a-t-elle dit. C'est de la laine. Je l'ai faite, maman, ai-je dit en souriant, espérant qu'elle sentirait la douceur. Ça a pris environ 60 heures. C'est du mérinos. Elle a regardé Victoria et a eu un sourire narquois. Comme c'est pittoresque. C'est très fait main, n'est-ce pas? Merci, Christopher. Je la garderai dans le placard pour quand je ferai du jardinage. Elle l'a rejetée dans la boîte et s'est immédiatement tournée pour ouvrir un cadeau de Preston. Un bracelet tennis en diamant. Maintenant, ça, a-t-elle haleté, c'est époustouflant. Preston, tu n'aurais pas dû. Seulement le meilleur pour toi, maman, a dit Preston en me faisant un clin d'œil. L'inégalité n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de respect. C'était la croyance fondamentale que ma vie n'avait aucune valeur parce qu'elle ne générait pas de rendements élevés. Mais le souvenir le plus douloureux, celui qui a vraiment piqué alors que je conduisais à travers la nuit, était ma rencontre avec Sarah. C'était il y a environ 2 ans. J'étais à l'école et l'un de mes élèves, un petit garçon nommé Léo, a eu une grave crise d'asthme dans la cour de récréation. Il est devenu bleu. L'infirmière n'était pas là. Je n'ai pas attendu une ambulance. Je l'ai ramassé, je l'ai jeté dans mon camion et j'ai foncé aux urgences. Je suis resté avec lui jusqu'à l'arrivée de ses parents. Alors que j'attendais dans le couloir, faisant les 100 pas couverts de poussière de craie et de sueur, une infirmière s'est approchée de moi. « Vous êtes l'enseignant qui l'a amené ?» a-t-elle demandé. Elle avait des yeux gentils et des cheveux bruns en désordre attachés en chignon. Son badge disait Sarah. « Ouais, ai-je dit, mes mains tremblant un peu à cause de l'adrénaline. »« Est-ce qu'il va bien ? » ?»« Il est stable. »« Vous lui avez sauvé la vie ?» a-t-elle dit doucement. La plupart des gens auraient juste attendu l'ambulance. Vous avez agi. Nous avons commencé à parler. Nous avons pris un café à la cafétéria. Pour la première fois de ma vie, je parlais à une femme qui ne me demandait pas quelle voiture je conduisais ou qui était mon père. Elle m'a posé des questions sur mes élèves. Elle m'a demandé pourquoi j'aimais enseigner. Quand je lui ai parlé de l'expression sur le visage d'un enfant quand il apprend à lire, elle a eu les larmes aux yeux. C'est magnifique, Chris, a-t-elle dit. Tu as un don. Tu fais le travail le plus important au monde. Je suis tombé amoureux d'elle là, autour d'un café d'hôpital rassis. Quelques mois plus tard, j'ai commis l'erreur d'amener Sarah à un brunch familial. Je voulais qu'il la rencontre. J'étais fier. Elle était intelligente, compatissante et authentique. Mais dès que nous sommes entrés, le jugement a commencé. Ma mère a regardé Sarah de haut en bas, notant sa robe de prêt-à-porter et ses chaussures confortables. Alors Sarah, a dit mon père en coupant son steak. Christopher nous dit que vous êtes infirmière. Ça doit être fatigant. Changer les bassins et tout ça. Sarah n'a pas bronché. Je travaille aux urgences, monsieur Sterling. J'aide à stabiliser les victimes de traumatisme. C'est fatigant, mais sauver des vies en vaut la peine. Traumatisme, a raillé Victoria. Ça a l'air salissant. Je préfère mes patients sous sédatifs et cherchant une amélioration. L'argent est bien plus propre dans la chirurgie plastique. Et qu'en est-il de votre famille, a demandé maman. Que fait votre père? Mon père était mécanicien, a dit Sarah fièrement. Il est décédé l'année dernière. Il possédait un petit atelier.
Le silence à la table était glacial. Un mécanicien pour les Sterling. C'était du travail manuel. C'était de la saleté sous les ongles. C'était un échec. Après le brunch, alors que nous partions, ma mère m'a pris à part. Elle est douce, Christopher, a-t-elle chuchoté, sa voix dégoulinant de poison. Mais elle n'est pas nous. La fille d'un mécanicien. Vraiment? Tu es déjà enseignant. Si tu l'épouses, tu cimenteras ton statut dans la classe moyenne inférieure pour toujours. Pense à ton avenir. Pense à l'héritage. Je me fiche de l'héritage, maman, ai-je dit. Tout le monde se soucie de l'argent, Christopher. Ne sois pas naïf. Romps avec elle. Trouve quelqu'un avec un pédigré. Je n'ai pas rompu. J'ai demandé Sarah en mariage 2 semaines plus tard, mais je ne l'ai jamais ramenée au manoir Sterling. J'ai essayé de la protéger d'eux, mais leur désapprobation planait sur nous comme un nuage sombre. Et maintenant avec le SMS, le nuage avait éclaté. Il m'avait viré du poste de fils. J'ai regardé la route devant moi. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de teintes orange et violettes. J'étais fatigué. Mes yeux brûlaient. Et je n'avais nulle part où aller. Mais pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Le poids de l'héritage Sterling avait disparu. J'étais fauché. J'étais renié. Mais j'étais libre. J'ai conduit 3 villes plus loin jusqu'à un endroit appelé le comté de Clark. C'était rural, calme, le genre d'endroit où les gens faisaient signe quand vous passiez en voiture, et le plus grand bâtiment était le silo à grains. C'était l'antithèse du monde du country club que j'avais laissé derrière moi. J'ai changé mon numéro de téléphone immédiatement. J'ai supprimé mes comptes de réseaux sociaux. Je ne voulais laisser aucune trace. Les premiers mois ont été brutaux. J'ai loué une petite ferme qui avait connu des jours meilleurs, des fenêtres avec des courants d'air, un porche qui penchait vers la gauche et un système de chauffage qui ressemblait à un dragon mourant, mais c'était chez nous. Sarah a été transférée à l'hôpital du comté local, et j'ai obtenu un poste d'enseignant en CM1 à l'école élémentaire de Clark. Mon salaire était inférieur à ce qu'il était en ville. Nous grattions les fonds de tiroir. Nous avons appris à cuisiner des repas bon marché, beaucoup de pâtes, beaucoup de haricots. Nous n'avions pas de vacances. Nous n'avions pas de nouveaux vêtements, mais nous avions la paix. Sarah et moi nous sommes mariés au tribunal un mardi pluvieux. Pas d'invités, juste nous et le juge de paix. Ensuite, nous avons mangé des hamburgers dans un dîner. Coût, $30. C'était le meilleur repas de ma vie parce que personne n'était là pour le critiquer. La vie a continué. Nous avons construit une routine. Je me suis investi dans mon travail. Dans cette petite ville, un enseignant n'était pas une profession modeste. C'était un pilier de la communauté. Les parents me respectaient. Ils nous invitaient à des barbecues dans leur jardin, pas pour frimer, mais pour partager de la nourriture. Puis j'ai rencontré Lily. Lily avait 8 ans, une fille calme avec de grands yeux tristes qui s'asseyait au fond de ma classe. Elle ne parlait jamais. Elle portait des vêtements légèrement trop grands pour elle. J'ai appris de la directrice, Madame Ali, que Lily était dans le système de placement familial. Sa mère était morte d'une overdose et son père n'était plus dans le tableau. Un jour pendant la récréation, j'ai vu Lily assise seule sous un chêne avec un carnet de croquis. Je me suis approché. « Je peux m'asseoir ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules, sans lever les yeux. J'ai regardé son dessin. Ma mâchoire est tombée. Ce n'était pas un gribouillage d'enfant. C'était un croquis au fusain hyper réaliste des racines du chêne se tordant et tournant dans la terre. L'ombrage, la perspective, c'était du génie. Lily, ai-je dit. C'est incroyable. Elle m'a regardé, la peur dans les yeux, attendant la critique. C'est brouillon, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit fermement. C'est de l'art. Tu as un don, Lily. Au cours de l'année suivante, Sarah et moi sommes devenus parents d'accueil. Ce n'était pas une décision facile. Nous avions des difficultés financières. Les frais d'avocat pour le processus d'adoption étaient intimidants, grignotant les maigres économies que nous avions. Nous avons conduit ce vieux Ford jusqu'à ce que le compteur kilométrique fasse 2 fois le tour. Mais quand je regardais Lily, je me voyais moi-même, un enfant qui voulait juste être vu pour ce qu'il était,
pas pour ce qu'il pouvait offrir. Nous avons adopté Lily 2 ans après que j'ai quitté la famille Sterling. Elle nous complétait. Alors que ma vie personnelle s'épanouissait dans l'ombre, ma carrière prenait un tournant inattendu. Le district scolaire était en échec. Les budgets étaient coupés. Les manuels étaient obsolètes. J'ai commencé à assister aux réunions du conseil scolaire. Je ne voulais pas faire de scène, mais je ne pouvais pas regarder mes élèves souffrir. J'ai pris la parole. J'ai proposé de nouvelles méthodes d'enseignement qui ne coûtaient pas d'argent, juste du temps et de la créativité. J'ai organisé des collectes de fonds communautaires. Les gens ont commencé à écouter. Un après-midi, un SUV noir s'est arrêté à l'école. Un homme en costume sur mesure en est sorti. C'était le gouverneur Ellis. Je me suis figé. Était-il ici pour moi? Connaissait-il les Sterling? Il est entré directement dans ma classe. Les enfants ont halté. Monsieur Sterling, a-t-il demandé. Oui, gouverneur, ai-je dit en essuyant la craie de mes mains. J'ai entendu parler de ce que vous faites ici, a-t-il dit. Il a regardé autour de la pièce les œuvres d'art des élèves couvrant la peinture écaillée des murs. Mes conseillers politiques me disent que les résultats au test de ce district ont augmenté de 40% depuis que vous avez commencé votre nouvelle initiative de programme. Je veux savoir comment vous avez fait. Cette rencontre s'est transformée en mentorat. Le gouverneur Ellis avait un fils, Léo, le même nom que le garçon que j'avais sauvé des années auparavant, qui était sur le spectre de l'autisme. Il avait des difficultés dans le système scolaire privé. Il le traite comme un problème à résoudre, m'a avoué le gouverneur un soir autour d'un café dans ma cuisine en désordre. Pas comme une personne. Amenez-le ici, ai-je dit. Laissez-moi lui enseigner. Et il l'a fait. Léo s'est épanoui dans ma classe. Je ne l'ai pas traité comme une statistique. Je l'ai traité comme un enfant. Le gouverneur n'a jamais oublié cela. Il a commencé à me nommer à des conseils consultatifs d'État. Je montais les échelons non pas par népotisme ou argent, mais par pure compétence. Pendant ce temps, des murmures sur la famille Sterling ont commencé à dériver vers notre vie tranquille. Ma cousine Rachel, la seule de la famille qui n'était pas complètement terrible, elle était l'observatrice neutre qui aimait les drames, est tombée sur Sarah dans un supermarché en ville alors que Sarah rendait visite à un spécialiste. Rachel n'a pas reconnu Sarah au début, mais quand elle l'a fait, elle l'a coincée. Sarah, a demandé Rachel. Oh mon Dieu, est-ce que Christopher sait? C'est quoi, a demandé Sarah, gardant son caddie défensivement. Les Sterling? Ils ont des ennuis, a chuchoté Rachel, regardant autour d'elle comme si elle partageait des secrets d'État. Richard a fait de mauvais paris sur l'immobilier commercial. Le marché s'est effondré. Et Preston, oh, Preston, quoi à propos de Preston? Jeux d'argent, crypto, paris sportifs, poker à enjeux élevés. Il essaie de maintenir le style de vie, mais l'argent n'est pas là. Il brûle l'héritage avant même que papa ne meure. Ils mettent tout en gage. Le manoir est sous une deuxième hypothèque. Sarah est rentrée à la maison et me l'a dit. Nous nous sommes assis sous notre porche en écoutant les grillons. Tu veux les appeler, a-t-elle demandé. J'ai pensé au SMS. Je ne te vois plus comme mon fils. Non, ai-je dit, ils ont fait leur choix. Nous avons nos propres luttes. Et nous en avions. Le toit de la ferme avait besoin d'être remplacé. Nous avons dû contracter un prêt. Nous étions pauvres à cause de la maison, mais nous étions riches en amour. Puis est venu le tournant. C'était en mars 2024. J'ai reçu une lettre du ministère de l'Éducation. J'avais été nommé pour le prix de l'éducateur de la décennie, une récompense nationale prestigieuse. La cérémonie devait avoir lieu au Grand Gala de Richmond, mon ancien terrain de jeu. Mais le vrai choc est venu une semaine plus tard. Le gouverneur m'a appelé personnellement. Chris, a-t-il dit, je te nomme nouveau surintendant de l'éducation de l'État. C'est une promotion massive. Tu auras le pouvoir de réparer le système à travers tout l'État, mais cela signifie entrer dans l'œil du public. Es-tu prêt? Je suis prêt, ai-je dit. Bien, parce qu'il y a autre chose. Le gala, il va être télévisé. Tous les donateurs majeurs de l'État seront là, y compris la foule de la vieille fortune. Je savais ce qu'il voulait dire. Les Sterling seraient là.
Il ne manquerait pas une occasion d'être vus, surtout s'ils désespéraient de prouver qu'ils étaient toujours pertinents. Qu'ils viennent, ai-je dit, une résolution froide s'installant dans mon estomac. Mais l'univers a une drôle de façon de vous tester. 3 jours avant le gala, j'ai reçu un email. C'était de Margaret, ma mère. Elle avait trouvé mon adresse email professionnelle. L'objet était « Réunion de famille ». Je l'ai ouvert, ma main tremblant légèrement. Très cher Christopher, nous avons entendu la merveilleuse nouvelle de ta nomination. J'ai toujours su que ton petit passe-temps d'enseignement mènerait à quelque chose de grand. Nous sommes si fiers de toi. Tu nous as terriblement manqué ces 5 dernières années. Il y a eu un malentendu, des problèmes technologiques stupides, mais nous avons mis cela derrière nous. Nous avons réservé une table VIP juste à côté de la scène pour le gala. Nous avons hâte de célébrer notre succès. Papa apporte l'appareil photo. Bisous, maman. P.S. S'il te plaît, dis aux organisateurs que les Sterling ont besoin de 5 laissez-passer. Preston veut amener un invité. J'ai fixé l'écran. Passe-temps. Malentendu. Notre succès. Il ne savait pas que j'étais le surintendant. Il pensait juste que je gagnais un prix d'enseignant. Mais l'audace était époustouflante. Après 5 ans de silence, après m'avoir traité comme une ordure, il fondait sur moi pour revendiquer le crédit au moment où j'avais un projecteur sur moi. Ils ne venaient pas pour me soutenir. Ils venaient pour chasser. Ils avaient besoin d'une proximité avec le succès pour cacher leurs propres échecs. Ils avaient besoin de montrer au monde que l'héritage Sterling était toujours intact. J'ai regardé Sarah. Elle a lu l'email par-dessus mon épaule et a ricané. Problème technologique stupide. Elle t'a bloqué. Ils veulent jouer à la famille heureuse, ai-je dit en fermant l'ordinateur portable. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Sarah. Tu peux demander à la sécurité de leur barrer la route. J'y ai pensé. J'ai pensé à la table de Thanksgiving. J'ai pensé à l'écharpe en laine. J'ai pensé aux SMS sur le modeste enseignant. Si je leur barrais la route, ils inventeraient une histoire disant que j'étais le fils ingrat. Ils joueraient les victimes. Non, je dois finir ça publiquement, irrévocablement. Pas de sécurité, ai-je dit en regardant mon reflet dans la fenêtre sombre. Laissez-les entrer. Laissez-les s'asseoir au premier rang. Je veux qu'ils voient tout. Les jours précédant le gala ont été un flou d'interviews et d'essayages de costumes. Mais sous l'excitation, il y avait un courant d'effroi. Je me sentais comme un soldat se préparant au combat, pas un enseignant se préparant à recevoir un prix. Rachel, ma cousine, n'a pas pu s'en empêcher. Elle a commencé à m'envoyer des SMS, agissant comme un agent double. Chris, tu dois savoir. Elle a écrit, ils sont désespérés. La voiture de Preston a été saisie la semaine dernière, mais il l'a cachée aux voisins. Il dit à tout le monde qu'il l'échange contre une Ferrari. C'est un mensonge. Ils misent tout sur ce gars-là. Ils pensent que s'ils sont vus avec toi et si tu es connecté au gouverneur, les banques reculeront. Ils ont besoin de ta cosignature, Chris. C'est le but ultime. Ils veulent que tu signes pour un prêt. J'ai ri amèrement. Ils voulaient que le modeste enseignant renfloue les génies des affaires. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait s'étouffer avec. Je suis allé chercher mon costume. Je ne suis pas allé chez le tailleur haut de gamme que mon père utilisait. Je suis allé dans une boutique locale tenue par un vieil immigrant nommé Monsieur Rossi. Il faisait du bon travail. Vous ressemblez à un homme d'État, Christopher, a dit Monsieur Rossi en époussetant les peluches sur l'épaule de mon costume gris anthracite. Je veux juste ressembler à un homme qui tient debout sur ses 2 pieds, ai-je répondu. La veille du gala, j'ai assis Lily. Elle avait 10 ans maintenant. Grand-mère et grand-père Sterling pourraient être là demain, lui ai-je dit. Elle a levé les yeux de son carnet de croquis. Elle ne les avait jamais rencontrés. Elle ne les connaissait que comme les gens qui rendaient papa triste. Les méchants, a-t-elle demandé. Oui, mais tu n'as pas à leur parler. Tu restes avec maman. Sois juste toi-même. D'accord? D'accord, papa. Je t'ai dessiné une image pour te porter chance. Elle m'a tendu un dessin. C'était un lion parce que tu dois être courageux. J'ai glissé ce dessin dans la poche de mon costume. J'en aurais besoin. Le matin du gala,
l'avis de saisie était apparemment scotché sur le portail principal du manoir Sterling. Rachel m'a envoyé une photo. Maman l'avait arrachée avant que les voisins ne voient, mais le temps pressait. Ils marchaient vers ce gars-là comme des gens qui se noient cherchant un radeau. J'ai conduit la famille à Richmond, pas dans une limousine, mais dans un SUV loué parce que mon Ford avait finalement rendu l'âme. Nous nous sommes garés à l'arrière. J'ai retrouvé le gouverneur Ellis dans la loge. « Tu es nerveux ?» a-t-il demandé en ajustant sa cravate. À propos du discours? Non. À propos du public? Oui. Il a posé une main sur mon épaule. Chris, ce soir ne concerne pas seulement l'éducation. C'est une question de caractère. Je connais ton histoire. Je sais ce qu'ils ont fait. Ce soir, l'État voit la vérité. Raconte juste ta vérité. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. La salle de bal se remplissait. Les lustres scintillaient. Des serveurs en gants blancs se déplaçaient dans la foule avec du champagne. Et ils étaient là, tableins, juste devant. Mon père portait un smoking qui semblait un peu plus lâche que d'habitude. Perte de poids due au stress peut-être. Ma mère dégoulinait de bijoux, probablement faux ou empruntés étant donné ce que je savais de leurs finances. Preston était là, l'air nerveux, vérifiant son téléphone constamment, et Victoria vérifiant son reflet dans une cuillère. Il souriait aux gens, serrait des mains, agissant comme s'il possédait les lieux. J'ai vu ma mère pointer la scène et mimer les mots « c'est mon fils ». Mon estomac s'est retourné. L'hypocrisie était physique. Elle me donnait la nausée. « C'est l'heure » a dit le régisseur. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai touché le dessin du lion dans ma poche. Que le spectacle commence, ai-je chuchoté. Les lumières ont baissé. La salle est devenue silencieuse. Un projecteur a frappé le podium. Le gouverneur Ellis est sorti sous un tonnerre d'applaudissements. Il a parlé pendant 10 minutes de l'avenir de la Virginie, du besoin d'intégrité, de compassion et de vision. Nous avons cherché un leader, a dit le gouverneur, sa voix retentissante. Quelqu'un qui comprend que la vraie richesse d'une nation n'est pas dans ses banques, mais dans ses salles de classe. Ce soir, j'ai l'honneur de présenter non seulement l'éducateur de la décennie, mais ma nouvelle nomination au poste de surintendant de l'État, Monsieur Christopher Sterling. Les applaudissements ont été polis au début, puis ont grandi alors que je sortais. Je suis entré dans la lumière. L'éclat était aveuglant. J'ai agrippé le podium. J'ai regardé vers le bas à la table 1. La réaction était inestimable. La mâchoire de mon père pendait littéralement. Il ne savait pas pour la nomination de surintendant qui venait avec un salaire et un pouvoir rivalisant avec ses propres années de gloire. Preston avait l'air d'aller vomir. Ma mère. Ma mère rayonnait. Un sourire prédateur et maniaque. Elle calculait déjà le capital social. Elle s'est levée. Avant même que je puisse dire merci, elle s'est levée et a commencé à applaudir agressivement, se tournant vers la foule derrière elle. « C'est mon garçon » a-t-elle crié, coupant les applaudissements. « C'est un Sterling. Nous l'avons élevé. » La foule a murmuré. C'était gênant. Elle ramenait tout à elle. Je me suis penché vers le micro. « Merci, gouverneur. Merci à tous. Je t'aime, Christopher » a crié maman. Elle se dirigeait réellement vers les escaliers de la scène. La famille et tout. Je me suis arrêté. Je ne pouvais pas faire le discours préparé. Je ne pouvais pas laisser ce mensonge perdurer. Famille, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle. C'est un mot intéressant. Je l'ai regardée directement. Elle s'est figée sur la deuxième marche. J'aimerais remercier ma famille, ai-je continué. Ma femme Sarah, qui m'a aimé quand je n'avais rien d'autre qu'un camion cassé et un rêve. Ma fille Lily, qui m'a appris que le sang ne fait pas un père. L'amour le fait. La caméra a fait un panoramique vers Sarah et Lily. Elles ont souri. Mais, ai-je dit, ma voix se durcissant. Je vois des gens ici ce soir prétendant être ma famille qui semblent avoir oublié les 5 dernières années. La salle est devenue mortellement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le sourire de ma mère a vacillé. Il y a 5 ans, ai-je dit, le jour de la fête des pères, j'ai reçu un message.
C'était la dernière fois que j'entendais parler des gens assis à la table. J'ai fait signe au technicien. Nous avions préparé cela. Je ne pensais pas que je l'utiliserais, mais je devais le faire. Derrière moi, sur l'écran de projection géant destiné à mes moments forts, une image est apparue. C'était la capture d'écran agrandie à 6 mètres de haut. Tu as choisi d'être un modeste enseignant. Je ne te vois plus comme mon fils. Tu es une honte. Le halètement du public a été audible. 500 personnes ont lu les mots en même temps. Maman, ai-je dit en la regardant de haut. Tu as dit que j'étais un modeste enseignant. Tu as dit que j'étais une honte parce que je ne conduisais pas une Porsche. Tu m'as viré de la famille parce que j'ai choisi de servir les enfants au lieu des profits. Elle est devenue pâle. Elle a regardé autour d'elle, réalisant que la foule d'élite qu'elle essayait d'impressionner la regardait maintenant avec un dégoût absolu. Maintenant que je me tiens ici, ai-je continué, nommé par le gouverneur, soudain je suis à nouveau ton fils. Soudain, l'héritage Sterling a de la place pour moi. Christopher, s'il te plaît, a-t-elle couiné, sa voix tremblant. C'était une blague. C'était de l'amour vache. C'était de l'abandon, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de renier ton enfant quand il est en difficulté et de le revendiquer quand il réussit. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. C'est comme ça qu'une transaction fonctionne. Et je ne suis pas à vendre. Preston s'est levé, le visage rouge de rage. Espèce de petit ingrat. Il s'est précipité vers la scène, mais avant qu'il ne puisse faire 3 pas, 2 hommes en costume sombre sont sortis de l'ombre. Des policiers d'État, mais ils n'étaient pas là pour moi. Ils ont intercepté Preston. L'un d'eux a sorti une paire de menottes. Preston Sterling, a dit l'officier assez fort pour que le micro capte. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous concernant le détournement de fonds de clients et la fraude électronique. Preston s'est figé. Quoi? Non. C'est une erreur. Papa, fais quelque chose. Mon père, Richard, s'est enfoncé dans sa chaise, couvrant son visage de ses mains. Le jeu était fini. La faillite, la fraude, les mensonges. Tout s'effondrait en direct à la télévision. Preston a été traîné hors de la salle de bal, donnant des coups de pied et criant. Ma mère se tenait seule sur les escaliers, coincée entre la scène qu'elle ne pouvait pas atteindre et la foule qui la méprisait maintenant. J'ai regardé le public. Je m'appelle Christopher Sterling, ai-je dit. Je suis enseignant et j'en suis fier. L'ovation qui a suivi n'était pas polie. Elle faisait trembler la terre. Le gouverneur s'est levé et m'a salué de la tête. La salle entière s'est levée. Je n'ai plus regardé ma mère. J'ai marché vers Sarah, j'ai pris sa main et je l'ai embrassée. La chute d'adrénaline après la cérémonie a été intense. Je me sentais étourdi. Le gala continuait, mais l'ambiance était passée de la célébration au scandale. Les chuchotements volaient. J'ai essayé de partir par la sortie latérale avec Sarah et Lily, voulant juste prendre l'air, mais le couloir n'était pas vide. Mes parents étaient là. Preston était parti, emmené au commissariat. Mais Richard et Margaret se tenaient près du vestiaire, se disputant avec le valet. Je vous dis que la carte est bonne, criait Richard. Passez-la encore. Elle a été refusée 3 fois, monsieur, a dit le valet, l'air mal à l'aise. Et la compagnie de remorquage a déjà été appelée pour le véhicule. L'agence de leasing l'a signalé. Ils m'ont vu. Le silence qui s'était tiré entre nous était plus lourd que celui de la salle de bal. Margaret m'a regardé. Son maquillage coulait. Elle avait l'air vieille. Pour la première fois, je ne la voyais pas comme un titan, mais comme une femme effrayée et superficielle. Christopher, a-t-elle chuchoté. Comment as-tu pu? Devant tout le monde. Tu t'es fait ça à toi-même, maman, ai-je dit calmement. J'ai juste allumé la lumière. Nous sommes ruinés, a dit mon père, fixant le sol. Preston, l'entreprise, tout est parti. Ils vont prendre la maison. Il a levé les yeux vers moi. Une lueur de cette vieille arrogance essayant de faire surface, mais échouant. Tu as de l'influence auprès du gouverneur. Tu peux faire disparaître ça. Tu nous le dois. Nous t'avons élevé. Nous avons payé ton université. J'ai payé mon université, papa, l'ai-je corrigé. Tu as payé celle de Preston. Souviens-toi,
tu as dit qu'un diplôme d'histoire ne valait pas ton investissement. Il a tressailli. Je ne vous aiderai pas, ai-je dit. Pas avec de l'argent. Pas avec de l'influence. Vous avez un avocat. Utilisez-le. Mais nous sommes une famille, a crié maman, tendant la main vers mon bras. J'ai reculé. Sarah s'est interposée devant moi, protectrice comme une lionne. Non, a dit Sarah. Vous l'avez viré de la famille, vous vous souvenez? Vous n'avez pas le droit de le réembaucher maintenant que vous avez besoin d'un renflouement. J'ai une famille, ai-je dit en mettant ma main sur l'épaule de Lily. Et nous rentrons à la maison. Nous sommes passés devant eux pour sortir dans l'air frais de la nuit. J'ai vu la dépanneuse accrocher la Rolls-Royce. C'était une fin pathétique pour l'Empire Sterling. En montant dans notre voiture de location, Lily m'a regardé. « Papa, tu as gagné ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé en arrière vers le lieu où mes parents biologiques se tenaient dans le froid, attendant un taxi qu'ils ne pouvaient probablement pas se permettre. « Ouais, chérie, ai-je dit en démarrant la voiture. Je pense que j'ai finalement gagné. » Le trajet du retour a été calme, mais ce n'était pas le silence solitaire d'il y a 5 ans. C'était un silence paisible. Je tenais la main de Sarah sur la console centrale. Je savais que les prochaines semaines seraient folles. La presse, le procès de Preston, les retombées. Mais je n'avais pas peur. Je n'étais plus le modeste enseignant. J'étais un homme qui avait marché à travers le feu et en était ressorti de l'autre côté sans brûler son âme. 1 an. C'est le temps qu'il faut pour que les saisons changent, pour qu'un enfant grandisse d'1 pouce, et pour qu'un empire bâti sur du sable soit complètement emporté. Si vous m'aviez dit il y a 5 ans que je me réveillerais chaque matin excité d'aller travailler, non pas comme un modeste enseignant, mais comme l'homme remodelant l'éducation pour tout l'État de Virginie, j'aurais ri. Mais j'étais là. Ma routine matinale avait changé, mais pas mon cœur. Je me réveillais toujours tôt avant le soleil, mais maintenant au lieu de corriger des copies sur une table de cuisine exiguë, je révisais des documents politiques dans un bureau inondé de soleil dans notre nouvelle maison. Nous n'avions pas acheté un manoir. Nous avons acheté une belle maison coloniale robuste avec une grande cour pour Lily et un studio d'art dédié pour elle. C'était payé avec mon nouveau salaire, oui, mais aussi avec la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir que chaque dollar a été gagné. Honnêtement, le gouverneur avait tenu sa promesse. Nous avons lancé l'initiative Sterling pour l'éducation aux besoins spéciaux. Ironique, je sais, d'utiliser mon nom de famille, mais j'étais déterminé à redéfinir ce que ce nom signifiait. Il ne s'agissait plus d'amasser des richesses. Il s'agissait de distribuer de l'espoir. Mais alors que mon étoile montait, le ciel tombait sur les gens qui m'avaient renié. Les retombées du gala ont été nucléaires. Ce n'était pas seulement un embarras social. C'était une catastrophe juridique. L'arrestation de Preston ce soir-là n'était que la pointe de l'iceberg. L'enquête a révélé une chaîne de Ponzi qui fonctionnait depuis 3 ans. Il utilisait l'argent des nouveaux clients pour rembourser ses dettes de jeu et financer le style de vie Sterling que maman et papa exigeaient. Je suis allé au verdict. Je n'y suis pas allé pour jubiler. J'y suis allé parce que j'avais besoin de tourner la page. Je me suis assis au dernier rang de la salle d'audience. Quand le juge a lu le verdict, 12 ans de prison fédérale, Preston n'a pas regardé le jury. Il a regardé papa. Et pour la première fois, j'ai vu la haine dans ses yeux. Il a réalisé qu'il était l'agneau sacrificiel pour la vanité de nos parents. Les frais d'avocat avaient saigné mes parents à blanc. Ils ont tout liquidé. Les bijoux, l'art, les maisons de vacances, mais ce n'était pas assez. La banque a saisi le manoir Sterling, cette maison, c'était le symbole de mon traumatisme d'enfance. Les sols en marbre froid, les meubles ne pas touchés, la salle à manger où l'on me disait que je n'étais pas assez bon. Quand j'ai vu l'annonce pour la vente aux enchères de saisie, quelque chose a jailli en moi. « Tu es sûr de ça ?» m'a demandé Sarah un soir en regardant la brochure que j'avais laissée sur le comptoir. « Pourquoi voudrais-tu cet endroit ? Il est hanté par les souvenirs. »« Je ne veux pas y vivre, ai-je dit en traçant la photo de la grande entrée. Je veux l'exorciser. » Le jour de la vente aux enchères était pluvieux. Je n'y suis pas allé personnellement. J'ai envoyé un représentant de la fondation que nous avions lancée. Je suis resté au téléphone à écouter. Les enchères étaient lentes. La maison était en mauvais état. Apparemment, il n'avait pas pu se permettre l'entretien depuis des années.
Le toit fuyait. La piscine était fissurée. C'était une coquille brisée, tout comme la famille qui y vivait. Une fois, 2 fois, adjugé. J'ai acheté ma maison d'enfance pour une fraction de ce que mon père prétendait qu'elle valait. Quelques semaines plus tard, j'y suis allé en voiture. Je devais la voir. Mais avant d'aller à la maison, je devais m'arrêter à l'épicerie en ville. Nous avions besoin de lait. C'était une course banale, le genre de choses que font les gens normaux. J'ai marché dans l'allée, vérifiant ma liste. J'ai attrapé une brique de lait d'avoine et j'ai tourné le coin vers la caisse. C'est là que je l'ai vue. Elle portait un gilet vert qui était trop grand pour elle. Ses cheveux, habituellement teints et coiffés à la perfection, grisonnaient aux racines et étaient tirés en arrière dans une pince désordonnée. Elle scannait les articles, ses mouvements lents et arthritiques. C'était ma mère, Margaret Sterling. Je me suis figé derrière un présentoir de chips. Mon cœur martelait contre mes côtes. La reine du country club. La femme qui se moquait de moi parce que je travaillais pour gagner ma vie emballait maintenant des courses pour le salaire minimum. J'ai regardé une cliente. Une jeune femme sur son téléphone l'a agressée verbalement. Et, faites attention au pain. Vous l'écrasez. Je suis désolé, madame, a marmonné ma mère, la tête basse. Je vais mettre un double sac. Dépêchez-vous, a claqué la femme. Les mains de ma mère tremblaient. J'ai vu le tremblement. Ce n'était pas seulement l'âge. C'était la peur. C'était la terreur d'une femme qui n'avait jamais eu à survivre par elle-même. Faisant maintenant face à la réalité brutale du monde qu'elle méprisait autrefois. J'aurais pu m'éloigner. J'aurais pu quitter le magasin et la laisser souffrir dans l'anonymat. Cela aurait été la vengeance que l'ancien moi aurait pu fantasmer. Mais je n'étais pas cette personne. Je me suis approché de sa caisse. J'ai placé mes articles sur le tapis. Elle n'a pas levé les yeux. Elle était concentrée sur le scanner. Bip après bip. Avez-vous une carte de fidélité, a-t-elle demandé, sa voix rauque. Non, ai-je dit. Je n'en ai pas. Elle s'est figée au son de ma voix. Cela l'a frappée comme un coup physique. Elle a lentement levé les yeux. Quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai vu une douzaine d'émotions traverser son visage en une seconde. Honte, choc, espoir, désespoir. Christopher, a-t-elle soufflé. Les gens dans la file derrière moi ont commencé à s'agiter avec impatience. Salut, maman, ai-je dit. C'était calme. Il n'y avait plus de colère. Juste de la pitié. Je ne savais pas que tu faisais tes courses ici, a-t-elle bégayé, essuyant ses mains sur son gilet. J'aide juste, tu sais, pour rester occupé. Ton père, le divorce, ça a été compliqué. Divorce. Donc ils s'étaient retournés l'un contre l'autre. Quand l'argent a manqué, l'amour, s'il y en a jamais eu, s'est évaporé. J'ai entendu, ai-je dit. Christopher. Elle s'est penchée au-dessus du scanner, baissant la voix. C'est horrible. Je vis dans un studio au-dessus d'un garage. Je peux à peine payer mes médicaments. Si tu pouvais juste. Si tu pouvais m'aider juste un peu jusqu'à ce que le règlement arrive. Elle le faisait encore, mentir. Il n'y avait aucun règlement à venir. Il ne restait rien. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu la femme qui m'avait effacé de sa vie le jour de la fête des pères. Je ne peux pas te donner d'argent, maman, ai-je dit. Son visage s'est durci instantanément. Bien sûr, tu me punis encore, rancunier. Tout comme ton père. Non, ai-je dit en mettant la main dans ma poche. Je ne te punis pas. Je respecte les limites que tu as fixées. Tu as dit que je n'avais pas assez réussi pour être ton fils. Je suis juste un enseignant, souviens-toi. J'ai tapé ma carte sur le lecteur pour payer mes courses. Mais, ai-je ajouté alors que la machine émettait un bip d'approbation. J'ai acheté quelque chose à toi. Elle a froncé les sourcils. Quoi? La maison, ai-je dit. J'ai acheté le manoir. Ses yeux se sont élargis, s'illuminant d'une lueur d'avidité. Tu l'as acheté? Oh, Christopher, c'est merveilleux. Nous pouvons. Est-ce que je peux venir visiter ma chambre? Est-ce qu'elle est toujours là?
Je ne l'ai pas acheté pour y vivre, maman, ai-je dit en prenant mon sac. Je l'ai donné. Donné, a-t-elle crié, faisant regarder le directeur. À qui? À l'État, ai-je dit. Ça va être un centre résidentiel pour les enfants placés qui sortent du système par l'âge. Un endroit où ils peuvent apprendre les arts, apprendre des métiers et construire une vie. Ça va s'appeler le Centre des Arts Lily-Webb. Je l'ai nommé d'après ma fille, la petite fille que tu as refusé de reconnaître. Tu as transformé ma maison en orphelinat, a-t-elle chuchoté, horrifiée. Non, ai-je dit en me tournant pour partir. J'ai transformé un mausolée en foyer. Au revoir, Margaret. Je suis sorti du magasin. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais qu'elle pleurait ou criait ou me maudissait, mais le son était faible, noyé par le bruit des portes automatiques se fermant derrière moi. J'ai conduit jusqu'à la maison. Les équipes de construction étaient déjà là. Les portes en fer, qui étaient autrefois verrouillées pour empêcher la racaille d'entrer, étaient grandes ouvertes. Des camions emportaient les statues antiques. Je suis entré dans le hall. Ça sentait la poussière et les vieux secrets. L'entrepreneur, un homme robuste nommé Mike, s'est approché de moi. Monsieur Sterling, nous sommes prêts à commencer à abattre ces murs dans la salle à manger. Vous vouliez ouvrir, faire un espace commun. J'ai regardé la salle à manger, l'endroit où se trouvait la table des enfants. L'endroit où j'avais été humilié. Abattez-la, ai-je dit. Ouvrez tout. Je veux du soleil ici. Beaucoup de soleil. En regardant la masse frapper la cloison sèche, émiettant la barrière entre la salle à manger formelle et la cuisine, j'ai senti un poids physique quitter mes épaules. L'héritage que j'étais censé attendre, l'argent, le statut, avait disparu. Mais je construisais un héritage qui comptait vraiment. Le modeste enseignant était maintenant le propriétaire du domaine, et il le redonnait aux enfants qui en avaient le plus besoin. La grande ouverture du centre Lily-Webb a eu lieu 6 mois plus tard. C'était une journée d'automne fraîche. Le genre où les feuilles en Virginie deviennent rouges et or brûlant. L'allée autrefois remplie de Rolls-Royce et de Bentley était maintenant remplie de monospaces, de bus scolaires et de berlines déglinguées de travailleurs sociaux. Je me tenais sur le porche avant, le même porche où mon père fumait des cigares et jugeait les voisins. À côté de moi se tenait Sarah, rayonnante dans une simple robe bleue, et Lily, maintenant âgée de 11 ans, tenant une paire de ciseaux de cérémonie géants. Le gouverneur Ellis était là, bien sûr. Il a fait un discours sur les secondes chances et la communauté, mais les vrais stars étaient les enfants. Des dizaines d'adolescents, des enfants qui avaient été ballottés par le système, des enfants à qui on avait dit qu'ils étaient des problèmes à gérer, couraient dans les couloirs. J'ai regardé un groupe d'entre eux dans la véranda. Nous l'avions converti en studio de design numérique. Ils n'étaient pas assis à une table d'enfants. Ils étaient assis à des postes de travail ultramodernes, concevant leur avenir. Un garçon, environ 16 ans, avec des tatouages sur les bras et un air de défense permanente dans les yeux, s'est approché de moi. « Vous êtes Monsieur Sterling ?» a-t-il demandé. « Appelle-moi Chris » ai-je dit. « Ils disent que tu vivais ici » a-t-il dit, levant les yeux vers les hauts plafonds. « Enfant riche, hein ?» J'ai souri. J'ai vécu ici, mais je n'étais pas riche. Pas à l'époque. « Pourquoi tu nous l'as donné ?» a-t-il défié. « Si j'avais un endroit comme ça, je le garderais. Je ferais des fêtes. » Je fais une fête, ai-je dit, désignant la foule. Et honnêtement, cette maison était froide. Elle avait besoin de chaleur. C'est vous la chaleur. Il m'a regardé sceptique, mais ensuite il a esquissé un petit sourire. Cool. Merci, Chris. Il a couru rejoindre ses amis. Sarah a serré ma main. Tu l'as fait. Nous l'avons fait, les jeux corrigés. Plus tard ce soir-là, après le départ de la foule et le coucher du soleil, je me suis assis sur les marches arrière du centre. J'ai regardé la pelouse tentaculaire. J'ai pensé à Preston assis dans une cellule, pensant probablement à ce qui avait mal tourné. J'ai pensé à mon père seul dans une chambre louée, son ego finalement en faillite. J'ai pensé à ma mère scannant des courses, forcée de servir le public qu'elle méprisait. C'était une tragédie. Je ne ressentais pas de joie dans leur souffrance. Je ressentais une sombre réalisation qu'ils avaient choisi leur enfer. Ils poursuivaient les mauvaises choses. Ils poursuivaient l'approbation d'étrangers, l'éclat du métal, les chiffres sur un écran.
Ils ont sacrifié leurs enfants sur l'autel de leur image. Et à la fin, ils ont tout perdu. J'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au bas de ma liste de contacts, la section bloquée. J'ai vu les noms, papa, maman, Preston. J'ai pensé à les débloquer. Peut-être leur envoyer une photo du centre. Peut-être leur montrer que quelque chose de bon est sorti de leur ruine, mais je me suis arrêté. Non, la leçon que j'avais apprise ne concernait pas seulement le succès. Elle concernait la protection de sa paix. Il n'avait pas changé. La demande d'argent de ma mère à l'épicerie prouvait qu'elle ne voulait pas de moi. Elle voulait une ressource. J'ai rangé le téléphone. J'ai marché jusqu'à mon camion. J'avais finalement amélioré le Ford, mais j'ai gardé un camion, pratique et robuste. Lily dormait sur le siège arrière, serrant un carnet de croquis. Sarah était sur le siège passager, fredonnant avec la radio. « Où va-t-on, monsieur le surintendant ?» a demandé Sarah. « À la maison » ai-je dit alors que nous descendions la longue allée, laissant le manoir Sterling derrière nous. J'ai regardé dans le rétroviseur une dernière fois. Les lumières du centre brillaient chaudes et dorées dans le crépuscule. Il ne ressemblait plus à une forteresse. Il ressemblait à un phare. Le fonds pour l'université de Lily était sécurisé. Mon mariage était fort. Ma conscience était claire. J'ai réalisé alors que le SMS que ma mère m'avait envoyé il y a 5 ans était le plus beau cadeau qu'elle m'ait jamais fait. En me reniant, elle m'a libéré. Elle m'a poussé hors d'un navire en perdition et m'a forcé à apprendre à nager. Et non seulement j'ai nagé, mais j'ai construit un bateau assez grand pour transporter tout ce que j'aimais. J'étais Christopher Sterling. J'étais un enseignant. Et j'étais l'homme le plus riche que je connaissais. Mes amis, merci d'être restés avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile entre l'argent et votre propre bonheur ou eu à fixer une limite stricte avec un membre de la famille? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « bien » si vous croyez que le caractère compte plus que la monnaie ou partagez une leçon que cette histoire a suscité en vous. Vos commentaires n'aident pas seulement l'algorithme, ils m'aident à savoir que ces histoires atteignent les bons cœurs. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre tenir les plans. Restez fort et je vous verrai dans la prochaine vidéo.